Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme prévu la séance dernière, nous allons entamer un nouveau chapitre relatif à la police administrative et l'ordre public. C'est un chapitre très important de votre cours de l'action administrative dans la mesure où on va le voir tout à l'heure, le champ de la police administrative ou bien le domaine de la police administrative, c'est le domaine régalien de la puissance publique. C'est peut-être le domaine privilégié de la puissance publique qui lui donne la possibilité d'intervenir à travers des décisions, des actes administratifs dont l'objectif principal de maintenir l'ordre public. Donc, je vous demande de faire attention à votre cours, bien sûr à votre cours, précisément à ce chapitre dans la mesure où il constitue une partie très importante des développements relatifs à l'action de l'administration, bien à l'activité de l'administration. Nous avons, au cours de la séance dernière et même l'avant-séance dernière, nous avons étudié tout ce qui concerne Alors, je disais que nous avons étudié lors des séances dernières tout ce qui concerne la notion de la légalité des actes administratifs. Nous avons vu ce que c'est que la légalité ainsi que les situations exceptionnelles qui fragilisent cette légalité à travers pas mal de situations qui permettent à l'administration d'intervenir je dis pas dans l'illégalité, mais quand même, ces circonstances parfois poussent la puissance publique à prendre des décisions présumées illégales ou bien des décisions qui sont considérées comme illégales, mais quand même tolérées par le juge administratif vu les conditions qui lui ont poussé à les adopter. Donc aujourd'hui, on va commencer les développements concernant la police administrative. J'aimerais bien que vous fassiez attention à cette notion vu son importance et si vous avez toujours, vous êtes invité à poser des questions en plein cours si vous avez toujours des questions ou bien des explications à demander. D'accord? Donc dites-moi si vous m'entendez bien. Vous m'entendez? D'accord. Donc, d'accord, c'est bien noté. Alors, nous allons commencer les développements concernant cette notion de police administrative. D'abord, par la définition de la notion, puis on va voir les contours de cette notion ainsi que ses implications, que ce soit en droit ou bien en jurisprudence. Donc, quand on dit police administrative, ça incarne ipso facto une autre notion, ça implique une autre notion aussi importante, c'est celle de l'ordre public. Donc, nous allons aussi essayer de définir la notion de l'ordre public pour voir ce que c'est que l'ordre public et mieux comprendre cette corrélation, cette relation intimement liée entre l'ordre public et la police administrative. Donc, dès le départ, on part du constat que l'ensemble, toutes les activités de l'administration touchent deux domaines principaux. Je crois que nous avons déjà parlé de ça, mais quand même, c'est juste à titre de rappel. On a dit que l'ensemble des activités ou bien des actions, des actes pris par l'administration tournent autour de
deux domaines principaux. Le premier, c'est la police administrative. Le deuxième, c'est celui du service public. Donc, vous allez dire donc qu'il y a vraiment une ambiguïté par rapport à cette notion de police administrative. Pourquoi est-ce qu'on dit administrative? C'est l'occasion pour comprendre pourquoi est-ce qu'on dit pas la police tout court, mais on précise l'adjectif administrative, on lui colle cette étiquette administrative. Ceci donc est tout à fait compréhensible dans la mesure où vous êtes en train de découvrir des notions très importantes en droit administratif et en droit public en général. Parce que le droit public, comme vous savez, c'est le droit qui permet l'autorité publique à intervenir, qui réglemente le champ d'intervention de l'autorité publique, et la police administrative constitue vraiment un domaine privilégié de l'action administrative. Donc, quand on dit la police administrative, on peut la définir tout simplement comme une action d'organisation des activités des individus qui a pour but de les harmoniser avec l'ordre public. Donc, pour maintenir l'ordre public, pour qu'il y ait un ordre public dans la société, il doit y avoir la police administrative. Donc, la police administrative, c'est, si vous voulez, l'action, je parle de façon générale, puis après, on va détailler, Inch'Allah. Mais quand même, à titre d'indication, pour démarrer, on peut dire que la police administrative, c'est l'action d'organiser des activités des individus. Bien sûr, l'organisation des activités des individus dans l'espace public par rapport à l'autorité publique, par rapport à aux autorités publiques, par rapport aux différentes décisions prises par l'autorité publique, vise essentiellement le maintien de l'ordre public. Donc, l'administration agit par le biais de la police administrative en vue d'abord d'organiser l'activité des individus et pour pouvoir les harmoniser avec l'ordre public. Donc là, vous voyez que nous avons deux finalités. D'abord, primo, l'organisation de nos activités. Deuxièmement, donc on vise essentiellement à harmoniser nos activités avec l'ordre public. Après, on va voir ce que c'est que l'ordre public, mais vous avez déjà une idée générale ce que c'est que l'ordre public. Mais quand même, donc la police administrative, c'est un champ très très important qui permet à l'État de maintenir cet ordre public et de garantir la quiétude et la tranquillité pour tous les membres de la société. Le deuxième champ d'intervention de l'administration, ça on va le voir, Inch'Allah, au niveau du deuxième chapitre, c'est celui du service public. Donc, c'est quoi le service public? Le service public, bien sûr, là, c'est ce que vous avez devant vous, c'est juste à titre indicatif. Mais le service public peut être identifié à travers deux éléments. L'élément organique qui renvoie à l'ensemble des administrations qui exercent des activités d'intérêt général, et le deuxième élément, ça renvoie à aux activités elles-mêmes pour parler de l'élément matériel. C'est pas de nos propos de parler au cours de cette séance de service public. On va se focaliser essentiellement sur la notion de la police administrative. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que vous en pensez par rapport à cette notion? Vous avez déjà une idée sur ce que c'est que la police administrative? Vous n'avez pas d'idée? Quand on dit la police, c'est quoi? Le mot police. Aucune idée. Oui, Chris. Madame,
C'est un organe qui permet de maintenir l'ordre dans la société. C'est quoi? C'est un organe qui permet de maintenir l'ordre dans la société. Oui, c'est l'organe qui permet le maintien de l'ordre dans la société. Oui, ça nous renvoie à l'élément organique. C'est tout organe qui vise le maintien de l'ordre public. C'est ça, oui. S'il y a d'autres interventions, non? Oui, Nizar. Nizar? Oui, madame, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Nizar. Oui, madame. Oui? La police administrative veut dire que c'est une activité en fait qui vise à prévenir les troubles qu'implique l'ordre public en général. Très bien, c'est ça. Mm. Donc, c'est l'ensemble des activités qui visent essentiellement à prévenir. Je souligne en rouge le mot prévenir. D'accord? Pourquoi prévenir? Parce que la police administrative intervient en tant qu'autorité qui précède même l'acte l'acte de la personne qui va troubler l'ordre public. Donc, Amal, il dit que c'est des organes et des institutions qui assurent le maintien de l'ordre. Très bien, c'est ça la police. On va revenir au mot administratif parce que même la police, il y a un autre type de police. Lequel? Par opposition, si on veut dire entre guillemets, parce qu'on va voir même que cette opposition n'est pas absolue. Donc, il y a un autre type de police pour ne pas faire la confusion. Oui, Nizar. Nizar? Tu as la parole, Nizar. Oui, Shaima. Madame la police judiciaire? Oui, très bien, Shaima. Donc là, quand on parle de la police administrative, c'est par opposition, théoriquement parlant, parce qu'après, on va voir qu'il n'y a pas de barrière entre la police administrative et la police judiciaire, mais quand même, chaque police intervient dans un champ qui lui est propre, mais dans un objectif commun, c'est le maintien de l'ordre. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit police administrative par opposition, comme j'ai dit, à la police judiciaire? Qu'est-ce qui nous permet de parler de la police? D'abord, l'existence d'une police, et c'est quoi administrative? Les collègues qui ont intervenu tout à l'heure ont mis le doigt sur donc là l'ensemble des organes qui interviennent, qui agissent dans l'objectif de maintenir de l'ordre public et de faire face aux troubles, à tout acte qui peut troubler l'ordre public général. Donc nous sommes devant plusieurs notions très très importantes qui nécessitent votre attention. Il y a la police, il y a administrative, la notion de police judiciaire, on va voir aussi sa signification, l'ordre public c'est quoi, quelles sont les composantes de l'ordre public, c'est quoi l'intérêt général. Ça, au niveau de l'intérêt général, bien sûr, on va le voir dans le cadre du service public, mais quand même, quand on parle de l'ordre public, c'est dans la quête de l'intérêt général, l'intérêt de toute la collectivité. Donc, nous allons commencer, si vous voulez, par la définition de cette notion d'ordre public, de police administrative, puis on va venir à la notion de l'ordre public. Donc, la définition fournie par presque la plupart des ouvrages du droit administratif présente cette notion de police administrative comme étant l'activité administrative qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public. C'est ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. C'est une police qui désigne aussi une activité de prescription obéissant à un régime juridique spécifique qui est essentiellement le régime de droit public et précisément le droit administratif. Donc, la police administrative peut être appréhendée, peut être comprise comme étant l'activité administrative. Quand on dit l'activité administrative, ça veut dire l'activité de l'administration. Comme je vous ai dit au départ, on peut dire l'administration, on peut dire
la puissance publique, on peut dire l'autorité publique, toutes ces notions veulent dire la même chose. Ça renvoie à une autorité qui agit. L'administration, c'est juste pour vous renvoyer au droit administratif et pour simplifier les choses. Donc, on dit police administrative, une activité qui a pour principale mission la prévention aux troubles à l'ordre public. D'accord? Quand on dit une activité, ça veut dire une activité qui a des implications juridiques. Donc, dans le cadre de la police administrative, on dit généralement qu'on interdit beaucoup plus qu'on autorise. C'est des prescriptions, des autorisations, des interdictions, des mesures prises de façon unilatérale, que ce soit dans le cadre juridique ou bien même des mesures qui nécessitent des interventions matérielles. Quand on parle des interdictions notamment, donc là, c'est un ensemble d'activités qui ont un seul objectif, c'est le maintien de l'ordre. Bien sûr, cette police ou bien ces mesures-là, ces activités-là sont soumises à un régime juridique spécifique. C'est le régime du droit administratif. La police administrative, elle est soumise au droit administratif. Il y a Amal qui a aussi écrit activité de l'administration publique dont le but est le maintien de l'ordre public et qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Amal. Donc, aussi, toujours dans le cadre de la définition de cette notion de police administrative, on peut dire que c'est la compétence de certaines autorités publiques qui leur permet d'émettre des actes normateurs. Souligner le mot normateur. C'est quoi un acte normateur? La norme, ça renvoie à la notion de la norme. Prenez note, s'il vous plaît. D'accord? Donc, un acte normateur, c'est un acte juridique qui a des implications juridiques à l'égard de ses destinataires. C'est une norme qui a une valeur juridique. Quand par exemple, on vous interdit l'accomplissement d'un acte, ça devient une norme qui s'impose. Par exemple, je vous donne un simple cas, l'interdiction de passage dans la voie publique suite à des travaux ou autres, ou bien, par exemple, l'interdiction d'exercice d'une activité qui est considérée par les autorités publiques comme illégale ou autre. Donc, si jamais on est devant une norme de ce genre-là, on est devant une mesure de police administrative qui s'impose. Juridiquement, elle s'impose. Et si jamais le destinataire de la norme refuse de la subir, il se met dans une situation d'illégalité par rapport au juge administratif. Donc, il n'a pas le droit, même, ça peut aller au-delà du juge administratif. Il peut être exposé même à des poursuites pénales parce qu'il s'est opposé à la norme. Donc, quand on dit la police administrative, bien les mesures de police administrative, c'est des actes normateurs. D'accord? C'est des actes normateurs, c'est la possibilité aussi, la compétence dont jouit l'autorité publique pour produire des actes normateurs ou bien décider d'opérations matérielles. Par exemple, quand je demande une autorisation de construction ou bien je demande un permis ou bien n'importe quelle demande auprès de l'administration, donc on peut me refuser cette décision, cette demande. Donc là, je suis devant un acte administratif, une décision administrative. Moi, je peux la considérer comme illégale et j'ai le droit d'aller vers le juge administratif. Mais le caractère juridique de cette décision, c'est une norme qui s'impose et je suis obligée de la respecter. D'accord? Donc, le recours au juge se fait ultérieurement et le fait de faire recours au juge ne suspend même pas la décision administrative qui garde toujours son effet juridique et qui s'applique et qui fait cours à travers donc les possibilités de l'administration pour l'imposer par la force ou bien décider d'opérations matérielles. Donc, l'intervention que vous constatez dans la voie publique, dans l'espace public, des autorités
c'est des opérations matérielles. D'accord? Donc, tout ce que vous constatez dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, par rapport, par exemple, aux marchands ambulants, ou bien par rapport à l'occupation illégale de l'espace public ou autre, à l'égard des rassemblements, à l'égard des manifestations non autorisées. Donc là, c'est des opérations matérielles et nous avons vraiment une panoplie, un champ très large d'opérations. On peut prendre les autorités de police administrative l'objectif de maintien l'ordre public, donc le maintien de l'ordre public. Donc, c'est une fonction fin. C'est quoi une fonction fin? Une fonction qui s'exerce dans la quête d'une finalité. Quelle est la finalité de ces fonctions, de ces interventions et de ces opérations qui peuvent être matérielles à votre avis? Quelle est la finalité? Oui, Amy. Amina, tu as demandé la parole? Vous m'entendez bien? Je parle aux autres. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que la Kenza, elle a dit que ça bouge, oui. Vous avez un problème de connexion. Oui, c'est vrai, j'ai un problème de connexion. Bon, je vais me déconnecter et je tâcherai de revenir à la classe, d'accord? Oui, Kinza, je vais reprendre, mais j'essaie juste de régler le problème de connexion. Maintenant, vous m'entendez bien? Ça ne bouge pas? Sheima, c'est bon maintenant, vous m'entendez bien? D'accord. Donc, d'accord. Je vais reprendre cette notion de fonction-fiction. Ah, pardon. L'affichage, il a disparu. Je vais chercher à le partager avec vous. Je vais partager avec vous. Partager l'écran. Voilà. Oui, je disais que la fonction de la police administrative a une finalité très importante. C'est donc là, on a dit que la police administrative intervient à travers des actes normateurs, à décider des opérations d'intervention matérielle. Tout ça, c'est dans l'objectif de quêter une finalité très, très importante. Et je vous ai posé la question par rapport à cette finalité. C'est quoi la finalité quêtée par les mesures de police administrative? Quelle est la police administrative intervient dans quel objectif? Oui, oui, Chris.
Chris, tu as la parole. Madame, c'est pour maintenir l'ordre dans la société. C'est pourquoi? Prévenir des troubles à l'ordre public. Pour prévenir. Très bien, c'est ça la fonction fin. C'est pour assurer le fonctionnement, c'est pas le fonctionnement de l'ordre public, Lizard, c'est pour assurer le maintien de l'ordre public. D'accord? Donc, la finalité de l'État, l'objectif même d'existence de l'État, c'est d'abord assurer un minimum d'ordre public au profit des membres qui vivent sous son autorité, notamment les personnes qui vivent sur le territoire, que ce soit les nationaux ou bien les étrangers. Donc, l'ordre public, c'est une finalité. C'est pour cela qu'on parle de fonction fin de la police administrative. Donc, ceci constitue un enjeu considérable dans un État libéral. Un État libéral, c'est un État qui tolère la pluralité, qui garantit les droits des individus, qui garantit les libertés fondamentales et qui veille à ce que ces droits soient préservés, que tout le monde fait usage de l'espace public dans le respect des libertés de l'autre. Donc, on est tous libres, on circule librement sur le territoire national, dans l'espace public, mais on est obligé de respecter les mesures de police administrative qui ont pour principale finalité de permettre à tout le monde de vivre en toute quiétude, en toute tranquillité sur l'espace public. D'accord? Donc, c'est ce qui permet, et c'est pour cela qu'on dit que c'est un enjeu considérable. Il y a même ceux qui disent que c'est la raison même d'être de l'État, de la puissance publique. Pourquoi la puissance publique jouit de cette suprématie, jouit de donc de ces privilèges, de ces pouvoirs unilatéraux, c'est pour pouvoir justement imposer des normes qui permettent à la collectivité de vivre en toute tranquillité. Donc, c'est très important et ça permet aussi de la garantie de l'exercice des droits fondamentaux que j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde, je vous donne un petit exemple, vous avez le droit de manifester, de faire des sorties sur l'espace public, donc de protester, etc. Ça, c'est le droit. C'est un droit fondamental. Mais vous ne pouvez pas exercer ce droit tout en gênant les autres, en gênant les passagers ou bien protester pour des choses illégales ou c'est pour cela que donc l'occupation de l'espace public doit être assurée, faite à travers les autorisations livrées par les autorités publiques. Donc, l'exercice des droits fondamentaux est largement tributaire du respect de l'autre. Et c'est à la police administrative de veiller à ce que tout le monde respecte les droits de tout le monde. D'accord? Donc, c'est une finalité très, très importante qui permet à la police administrative d'intervenir et qui légitime même ces mesures de police. Quand il y a, par exemple, des interdictions ou bien des interventions à travers des opérations matérielles, nous, en tant que citoyens, on tolère ça dans la mesure où on considère que la puissance publique intervient dans l'intérêt général. Et ça lui permet même de rétrécir et de limiter au maximum les envies personnelles de petites collectivités ou bien de petits groupes au détriment de l'intérêt de la grande collectivité, le grand nombre de citoyens. C'est pour cela qu'on dit que le domaine de la police administrative, c'est le domaine privilégié de l'action publique. C'est le domaine qui permet à la puissance publique d'émettre des actes normateurs, des actes unilatéraux, on va voir ce que c'est qu'un acte unilatéral ultérieurement, et des actes imposables. Ça veut dire des actes qui s'imposent aux individus et ces derniers n'ont pas le droit de protester, sinon qu'après, ils ne peuvent intervenir dans ce cadre-là, dans ce sens, qu'après avoir subi, qu'après avoir respecté, exécuté l'acte
administratif. Tout ça, on va le voir, Inch'Allah, ultérieurement quand on va travailler sur les actes unilatéraux. Donc, restons toujours dans le cadre de cette définition de la police administrative. C'est clair jusque-là? Vous n'avez pas de questions? Alors, dites-moi si c'est clair. Sinon, je reprends. C'est pas grave. Oui, Nizar, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu n'as pas bien compris? Nizar? Oui, madame, je voulais dire qu'on a bien compris. C'est Vous juste avez- une frappe. Tu écris non, ça veut dire que tu n'as pas bien compris. Non, non, madame, non. Donc, c'est clair. J'avance. J'avance, d'accord. Donc, après avoir introduit trop brièvement cette question de définition, nous allons passer aux critères qui nous permettent d'identifier la notion de police administrative. Donc là, on se pose la question, quels sont les critères qui caractérisent le domaine de la police administrative? Sachant, tout en gardant en tête, s'il vous plaît, notez bien cette chose. Nous avons deux critères, d'abord, qui nous permettent, ou bien deux éléments qui nous permettent de définir la police administrative. Nous avons l'élément matériel. Les éléments de définition de la police administrative. Vous avez l'élément matériel qui renvoie à l'activité, qui renvoie à l'acte pris par l'administration et qui a pour principale finalité le maintien de l'ordre public. Quand on dit l'élément matériel, ça veut dire la nature de l'acte pris, la nature de la décision. Le deuxième élément, c'est l'élément organique. Et quand on dit l'élément organique, ça renvoie à l'organe qui exerce la mission, qui est l'autorité publique. Donc, une mesure de police administrative est assurée. D'accord. Dites-moi là où vous êtes arrêté. Ceux qui notent, ceux qui prennent note. Amel. Amel? Donc, vous avez noté l'élément matériel? D'accord. Donc, l'élément matériel relève de la nature de l'acte pris dans le domaine de la police administrative. La nature de l'acte. Donc, ça doit être un acte qui vise essentiellement le maintien de l'ordre. D'accord? Par exemple, les interventions prises par les autorités publiques dans le cadre de l'occupation de l'espace public. Si on prend juste le cas, par exemple, des marchands ambulants qui occupent l'espace public sans autorisation. C'est juste un petit exemple, mais il y a vraiment énormément d'exemples qui illustrent bien cette intervention. Le deuxième élément, lequel? Qui peut me rappeler le deuxième élément? Oui, Kinza? Oui, Kinza? L'élément organique. L'élément organique. Donc, à côté de l'élément matériel, il y a l'élément organique. C'est quoi l'élément organique? Oui, Chris, tu as la parole. Madame, l'élément organique, désigne l'autorité administrative. Très bien, c'est l'autorité elle-même. Par exemple, quand on dit, je vais vous donner un exemple de l'autorité. En cas de l'occupation de l'espace public, qui est l'autorité qui intervient, c'est les autorités locales, territoriales, notamment la commune, à travers plusieurs modalités d'intervention, le gouverneur aussi à travers des décisions qui prises dans le domaine de maintien de l'ordre, la sécurité en général. Et là, donc, on peut dire ça que l'élément organique, il est très, très, très important. Il est déterminant. Pourquoi? Parce qu'il y a des mesures de maintien de l'ordre qui peuvent être prises dans des espaces privés, comme par exemple les clubs ou autres, mais ces mesures ne sont pas prises par les
les autorités publiques, mais par des personnes privées. Donc, il ne faut pas faire les confusions. Donc, la police administrative, au sens juridique du terme, elle est identifiée à travers ces deux éléments. L'élément matériel qui renvoie à la nature de la mesure. Après, on va revenir à ces questions quand on va travailler surtout sur les actes unilatéraux. Et l'élément matériel qui renvoie, l'élément organique qui renvoie à l'autorité qui a pris la décision, qui ne peut être qu'une autorité publique. D'accord? Autre chose, c'est que les mesures de maintien de l'ordre dans le champ de la police administrative, c'est des mesures régaliennes. D'accord? C'est un champ aussi, tout le champ, il est régalien. C'est quoi un champ régalien? Oui, Chris. Madame, c'est un champ qui est exclusivement attribué à l'État. Très bien, c'est ça. Donc, quand on dit Kenza, oui. C'est les compétences exclusives de l'État. Très bien, c'est ça. C'est le champ exclusif. Quand on dit exclusif, ça veut dire que c'est un champ qui ne se partage pas et qui ne se délègue pas. Par exemple, l'administration ou bien la commune peut déléguer la distribution de l'eau et de l'électricité, peut déléguer le domaine de transport public, elle peut déléguer pas mal de choses. Mais l'autorité publique n'a pas le droit de déléguer les champs régaliens tels que le champ de maintien de l'ordre. Et c'est pareil dans tous les États. Donc, bien sûr, on va voir qu'il y a quelques petites exceptions, mais quand même, l'idée principale, c'est que la police administrative, c'est le champ privilégié, le champ le plus important d'intervention de la puissance publique. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer d'identifier les caractères de la police administrative. On dit d'abord, c'est une police, c'est une préventive. D'accord? Elle est préventive dans la mesure où elle s'impose en amont aux citoyens, elle impose, en amont aux citoyens des restrictions à leur liberté. Elle rétrécit largement la liberté des citoyens. Bien sûr, c'est une fonction qui peut me rappeler une fonction quoi? Régalienne? Non. Une fonction fin. Une fonction fin. Parce que l'objectif de la police administrative, c'est pas rétrécir les libertés. Mais l'objectif, c'est arriver à maintenir, à permettre aux personnes de vivre dans un environnement tranquille, où il y a vraiment une tranquillité et une quiétude sociale. On ne peut pas arriver à cet objectif si on ne permet à tout le monde d'agir librement comme bon lui semble. Donc, les personnes se trouvent devant des mesures restrictives de leur liberté dans l'objectif de maintenir l'ordre. Bien sûr, c'est une équation difficile à résoudre parce qu'elle met en face deux notions qui peuvent paraître contradictoires. Vous avez la notion de l'autorité par opposition à la notion de la liberté. D'accord? Vous avez l'autorité qui rétrécit, qui impose, qui limite la liberté. Et de l'autre côté, nous avons la notion même de la liberté qui est reconnue comme une notion constitutionnelle, un droit constitutionnel, une notion un droit largement défendu par toutes les conventions internationales, par les lois internes, par un cadre normatif très important. Donc là, quand on dit autorité-liberté, c'est vrai que ça met ces deux champs vraiment dans une situation contradictoire. Mais si on enfonce un petit peu cette fonction fin de la police administrative, on peut dire le contraire, c'est que l'autorité, elle est là pour garantir la liberté. Et la liberté ne peut s'exercer, ne peut s'émanciper que par la mise en place d'un système d'autorité.
Vous comprenez l'enjeu? Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, puisque c'est clair, essayez juste de mettre dans cette notion de police administrative dans ce contexte de complémentarité entre l'autorité et la liberté et non pas dans le cadre de la contradiction. Donc, on ne peut pas dire que autorité versus liberté, mais il faut toujours viser, voir la finalité même de l'exercice de cette autorité. Donc, ce caractère, il est nuancé par le pouvoir de sanction. Quand on dit préventive, je reviens même à la notion, avant de continuer le développement, quand on dit préventive, ça sous-tend quoi? Une police préventive. Oui, Chris. Madame, ça sous-entend la protection, prévenir. Prévenir. C'est ça, Chris? Oui, madame, la protection. La protection en amont, avant même que l'acte soit pris, soit commis par les personnes les hors-la-loi, ou bien les malfaiteurs, ou bien même les personnes qui interviennent consciemment pour troubler l'ordre public. D'accord? Donc, prévenir, ça veut dire une police qui intervient en amont et qui vise à maintenir l'ordre public, à faire régner l'ordre public et donc prévenir tout trouble à cet ordre public. Je peux vous donner juste un tout petit exemple de ces mesures. Par exemple, l'éclairage nocturne. L'éclairage nocturne, vous savez ce que c'est que l'éclairage nocturne? La notion, elle est claire? Qui n'a pas compris ce que c'est que l'éclairage nocturne? Celui qui a compris la notion, essayez de m'expliquer s'il vous plaît. Lisa, tu as compris? Myriam? Chris, c'est clair? Myriam, vous n'avez pas compris? Mais dites-moi, madame, on n'a pas compris. Ah? Pourquoi vous ne réagissez pas? L'éclairage nocturne, c'est le fait... Chris, tu as compris, toi? Oui, je crois que Chris, il est parti. Donc, l'éclairage nocturne, tout simplement, c'est le fait d'éclairer la voie publique, éclairer la voie publique pendant la nuit. Le mot nocturne renvoie à la nuit. D'accord? Donc, il assure la sécurité des biens et des personnes pendant la période nocturne. La période nocturne, c'est la nuit. D'accord, Tangolo, quand on dit la criminalité nocturne, par exemple, une personne nocturne, c'est une personne qui aime beaucoup veiller la nuit et faire cette nocturne renvoie à la nuit. Quand on dit l'éclairage nocturne, par exemple, pendant la nuit, vous voyez que les rues, les boulevards sont éclairés. Donc, cet éclairage nocturne, c'est une mesure de police préventive. D'accord? Donc, ça prévient les agressions pendant la nuit des passants, des personnes qui circulent sur la voie publique pendant la nuit. Et comme a dit Amel, c'est aussi pour éviter les accidents au niveau donc de la circulation. Mohamed Ben Himar, il dit que c'est l'ensemble des actes qui visent à troubler la tranquillité des gens pendant la nuit. Donc, l'éclairage, c'est Mohamed, je parle juste de l'éclairage. D'accord? C'est vrai, c'est une mesure qui permet à éviter les agressions pendant la nuit. Ça renvoie à donc finalité de maintien de l'ordre. Donc, les mesures de police administrative, c'est des mesures préventives. Elles préviennent les troubles
à l'ordre public. L'occupation illégale de l'espace public, c'est une mesure qui peut troubler l'ordre public. Donc, on interdit cette occupation ou bien on la réglemente juste pour prévenir les troubles. Et l'intervention de la police administrative se fait parfois même de façon inaperçue. On peut même ne pas observer sur donc l'existence de ces mesures. Mais c'est des mesures qui sont prises. Par exemple, quand il y a des travaux, on interdit les passants de passer par certains passages pour éviter les dégâts, pour éviter, par exemple, des dommages qui peuvent être causés aux passants. Donc là, on essaie dans plusieurs situations d'interdire, et comme on dit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on interdit en matière de police, on interdit beaucoup plus qu'on autorise. C'est pas pour juste pour des envies de l'administration, mais quand même c'est pour prévenir des actes ou bien des dommages qui peuvent causer et porter atteinte aux personnes. Donc c'est pour cela qu'on dit que c'est une mesure préventive par opposition à la police judiciaire qui est reconnue comme étant une police répressive. Ça, c'est le premier cas. Donc, ce caractère, il est nuancé par le pouvoir de sanction, comme fermeture d'établissement, évacuation de l'espace public, etc. Ça veut dire quoi cette petite idée? Donc, on peut comprendre de cette idée que la police administrative, elle est préventive, mais dans certaines situations, elle devient répressive. Oui, Nisa. Chris. Oui, Chris. Madame, j'aimerais poser une question. J'aimerais demander si l'excès de vitesse, parce que quand des individus atteignent une vitesse, un seuil de vitesse, ils sont arrêtés par la police. J'aimerais demander si c'est une mesure préventive aussi, ou c'est un autre cas. Écoutez, l'excès de vitesse, donc c'est le fait de punir l'excès de vitesse fait par un automobiliste, ça entre dans le cadre de la police répressive, parce que donc l'acte il est commis. Mais le fait de mettre des feux et une organisation, les panneaux de circulation sur la voie publique, c'est des mesures préventives. D'accord? Et on va voir que dans certaines situations, il y a même une confusion entre la mesure préventive et la mesure répressive. Par exemple, restons toujours dans le cadre de l'organisation de la circulation sur la voie publique par les automobilistes. Le policier qui est en train, là, sur la voie publique, en train d'organiser la circulation, dans cette situation-là, il représente là une mesure préventive. Donc, il entre dans le champ de la police préventive, même si donc il porte l'uniforme de la police et dans certains cas, on peut dire qu'il ne représente pas la police administrative, mais quand même, il joue un rôle préventif. Mais quand il passe à la poursuite, hein, suivez-moi bien, à la poursuite d'un automobiliste qui enfreint le feu rouge et le policier donc entame sa poursuite, que ce soit par la moto ou bien par la voiture de police. Donc là, il passe directement à un acte de police répressive. Parce que la personne ou bien l'automobiliste, il a commis un acte réprimé par le code pénal ou bien par une loi pénale. D'accord? Donc là, dans les deux situations, nous avons une seule personne, un seul agent qui est le policier, mais il assure les deux types de police. Une fois qu'il est en train d'organiser la circulation, il exerce une mesure préventive, mais quand il passe à la poursuite d'une personne qui entrave ou bien qui ne respecte pas les panneaux de la signalisation, si vous voulez, qui coupe le feu rouge. Donc là, il passe à la police répressive et non pas préventive. Est-ce que tu as compris, Chris?
Chris, c'est clair? D'accord. Donc là, vous avez bien compris le caractère préventif. Bien sûr, avec l'évolution des développements de cette partie-là, vous aurez l'occasion de mieux comprendre le caractère préventif de la police administrative. C'est une police unilatérale. Notez bien ce caractère. Vous avez le caractère préventif et le caractère unilatéral. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît, et je reviens. Alors, je disais que parmi les caractères aussi de la police administrative, c'est que c'est le caractère, pardon, unilatéral. Donc, le caractère unilatéral est une chose très importante qui permet à l'administration, à l'autorité publique, aux autorités de police administrative de prendre des décisions de façon unilatérale. Qui peut m'expliquer cette question-là, ce caractère unilatéral? Qui peut? Oui, oui, Chris. Madame, je pense que c'est unilatéral. Ce sont des décisions que l'administration peut prendre sans avoir recours à l'administration. Non, c'est pas sans avoir recours à l'administration. Au juge administratif. Au juge? À qui d'autre? Et madame, sans avoir recours au contrôle. Quand on dit unilatéral, c'est vrai que quand tu as dit le recours au juge, c'est par rapport à la présomption. Donc, la présomption de l'égalité, c'est quand on dit que les actes administratifs sont présumés légaux. Et là, ça nous renvoie au privilège du préalable qui permet à l'administration d'assurer, d'exercer, d'exécuter ces actes sans autorisation préalable du juge. Mais quand on dit que l'acte est unilatéral, c'est ce que tu as dit. C'est vrai que l'administration, la puissance publique a le droit de prendre des actes sans faire appel au consentement de ses destinataires. D'accord? Sans solliciter le consentement ou bien sans faire adhérer ses destinataires à la prise de décision. C'est clair? Donc, une mesure unilatérale, c'est une mesure qui est prise uniquement par l'administration. Par exemple, le chef de gouvernement, quand il prend un décret, quand il produit un décret, c'est une mesure qui entre dans le champ décrétal, bien sûr, qui donne au chef de gouvernement le pouvoir exclusif d'intervenir à travers les décrets dans le champ réglementaire, le champ exécutif, et il n'est pas appelé, il n'est pas obligé à soumettre ses décisions, à soumettre ses décrets au vote du Parlement, par exemple, comme c'est le cas pour les lois. Donc, c'est ce qui caractérise, c'est ce qui singularise les mesures unilatérales, notamment les mesures de police administrative, qui accordent aux autorités administratives le droit de prendre des actes unilatéraux. Donc, le caractère unilatéral se contredit avec le caractère contractuel des actes administratifs.
Donc, l'administration, quand elle agit dans le champ de la police administrative, elle agit de façon unilatérale. Ça veut dire qu'elle prend de façon unilatérale elle-même, toute seule, les décisions et les impose aux citoyens. Nous, en tant que citoyens, nous n'avons pas le droit de s'opposer préalablement aux mesures de police administrative. On est obligé de les exécuter et de les subir. Après, on peut intenter des recours devant le juge, soit de demander des indemnités ou bien demander l'annulation même de la mesure. Mais préalablement, c'est ça le privilège du préalable. Préalablement, nous sommes obligés de subir et de se plier à la décision unilatérale prise par les autorités de police administrative. D'accord? Donc, après, on va voir les organes qui incarnent et qui représentent cette police administrative, que ce soit au niveau national ou bien au niveau territorial. Dans le champ de la police administrative, je vous expliquerai une autre chose très, très importante qui se contredit avec le caractère unilatéral. D'accord? Donc, le principe, c'est que les décisions de police sont prises de façon unilatérale. Un gouverneur qui constate que tel café, par exemple, fait circuler des stupéfiants parmi ses clients, etc., le gouverneur a le droit de prendre une décision de fermeture du café. D'accord? Donc, cette décision de fermeture du café, elle est unilatérale. Qu'est-ce qui explique le caractère unilatéral de cette mesure, de cette décision de fermeture? Parce que là, on est dans le cadre d'un acte grave, parce qu'il porte atteinte aux droits des individus. Mais quand même, c'est un acte qui est légal. Qu'est-ce qui justifie ce caractère unilatéral, à votre avis? C'est la décision elle-même, c'est la façon dont la décision a été prise. Quand le gouverneur a décidé de fermer le magasin, il n'a pas négocié la décision avec le propriétaire. C'est vrai, c'est la singularité de la décision dans la mesure où elle est prise, Nizar, il parle de la singularité, elle est prise d'un seul côté, par une seule autorité et qui s'impose au destinataire de la décision. Par opposition au caractère unilatéral, nous avons donc les actes pris par l'administration dans le cadre contractuel. Et quand on dit les actes contractuels, ça renvoie à un système d'action administrative qui permet à l'administration d'agir à travers des contrats conclus entre elles et d'autres partenaires qui peuvent être des personnes de droit privé, que ce soit des personnes morales ou bien des personnes physiques. Donc, le contrat, donc, c'est un document qui permet, ou bien c'est un moyen juridique qui permet la négociation entre deux personnes publiques et personnes privées. Mais dans le champ de la police administrative, la contractualisation, elle est largement écartée au profit de l'intervention unilatérale de l'administration. Quand on parle de l'intervention, quelles sont les implications de cette intervention unilatérale? D'abord, l'administration garde le droit de prendre des actes juridiques ou bien de commettre des actes matériels et d'engager même leurs conséquences juridiques à l'égard des particuliers. Et en cas de réticence, l'administration se réserve le droit de faire recours à la force publique pour faire respecter ses décisions. Donc là, vous voyez l'importance du champ de la police administrative. Et c'est un champ, comme je vous ai dit, qui est largement réglementé par le droit administratif.
C'est clair, ces deux caractères? Vous n'avez pas de questions là-dessus? D'accord. Donc, aussi, parmi les caractères de la police administrative, on peut parler du caractère imposable et discrétionnaire. Le caractère imposable et discrétionnaire de la police administrative. Donc, on a parlé du caractère unilatéral. D'accord? Aussi, il y a le caractère, je vais vous rappeler donc les trois caractères. Le caractère préventif, le caractère unilatéral et le troisième caractère, c'est le caractère imposable et discrétionnaire. Donc, c'est quoi le caractère imposable? Je crois qu'on a déjà évoqué quelques éléments d'identification de ce caractère. C'est que les mesures de police administrative, c'est des mesures qui s'imposent aux citoyens. D'accord? L'administration, comme vous le savez, dispose de plusieurs privilèges exorbitants par rapport aux citoyens et on ne peut jamais mettre les citoyens et l'autorité publique donc dans une relation égalitaire. Ils ne sont jamais égaux dans la mesure où nous avons l'autorité qui dispose de tous les moyens lui permettant d'intervenir, de prendre des actes juridiques et même de les faire exécuter via la force, l'usage de la force publique. Et vous avez de l'autre côté les citoyens dépourvus, des armées dépourvues de pouvoir. Le seul pouvoir dont disposent les citoyens par rapport ou bien face à l'autorité de la police administrative, c'est quel est le moyen? Le seul moyen qui permet aux citoyens de faire face à l'autorité de la police administrative. Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Quel est l'unique moyen, je dis le seul, l'unique moyen qui permet aux citoyens de faire face à l'autorité publique dans le domaine de la police administrative et par là dans le domaine général des actes unilatéraux? Très bien, très bien. Abdullah, il a dit le recours au juge administratif. Oui, c'est ça, Abdullah. Donc, l'unique et le seul moyen dont disposent les citoyens pour faire face aux décisions prises dans le domaine de la police administrative, c'est le juge, le recours au juge administratif. Donc là, on peut faire appel au juge administratif a posteriori. Ça veut dire après avoir exécuté l'acte administratif. Soit on lui demande d'indemniser les dommages causés suite à l'exécution de l'acte administratif. Et là, le juge prononce des dommages au profit, donc des dommages-intérêts au profit du citoyen, de l'administré, du justiciable, ou bien on demande au juge d'annuler donc l'acte pris par l'administration. Et là, on est dans le cadre des recours en annulation pour excès de pouvoir. Tout ça, on va le voir ultérieurement quand on va travailler sur les actes unilatéraux pris par l'administration. Donc, parmi les caractères, on a dit que c'est des mesures imposables et discrétionnaires dans la mesure où l'administration dispose de pouvoirs exorbitants par rapport aux citoyens, comme le droit unilatéral d'édicter des règles juridiques et de se donner un titre exécutoire que la puissance publique pourra, le cas échéant, exécuter d'office. C'est facile, c'est clair. C'est que cette idée tourne autour de la nature même des actes de police administrative. C'est des actes qui visent, comme on a dit, qui ont une fonction fin,
qui visent le maintien de l'ordre, qui permettent à l'administration d'agir de façon unilatérale, de prendre des dictées, des normes juridiques et de passer même à leur exécution en faisant appel à la puissance publique, en faisant appel à la force publique. Par exemple, qui peut me donner un exemple? Juste par rapport à ce que vous observez dans l'espace public. Trouvez pas d'exemple? Si, le cas des marchands ambulants, c'est un exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, quand, par exemple, les agents d'autorité locaux, quand ils constatent qu'il y a vraiment une occupation illégale de l'espace public, vous constatez que les forces de l'ordre, notamment les forces auxiliaires, procèdent à l'expulsion, à l'évacuation de l'espace public et donc l'occupation qui est considérée illégale est censée s'arrêter et le maintien de l'ordre nécessite parfois la prise de décision juridique, mais dans pas mal de situations, le maintien de l'ordre impose aux autorités publiques l'intervention matérielle à travers les forces de l'ordre. Donc, dans le cadre du maintien de l'ordre, primo, nous avons un corps d'autorité, d'autorité publique qui relève du ministère de l'Intérieur, appelé les forces de l'ordre, les forces de l'ordre, les forces auxiliaires. Donc, les agents qui travaillent dans le domaine des forces auxiliaires, c'est des personnes qui sont affiliées le corps du ministère de l'Intérieur et qui sont soumis à l'autorité des gouverneurs et des présidents des exécutifs territoriaux, notamment les présidents des conseils communaux, qui permettent l'intervention matérielle, l'intervention forcée dans l'espace public. Dans l'objectif, gardons toujours que c'est une fonction fin, dans l'objectif de maintenir l'ordre public dans l'espace public en général. Et si jamais les circonstances imposent l'intervention d'autres forces de l'ordre, notamment le corps de la police ou bien la gendarmerie, ou même dans les cas les plus graves et qui sont considérés les cas exceptionnels, l'intervention de l'armée, l'État donc se trouve dans l'obligation de faire régner l'ordre par tous les moyens. L'essentiel, l'objectif, c'est que l'ordre public soit maintenu. Pourquoi? Parce que si jamais l'ordre public se trouve fragilisé suite à des faiblesses des organes de l'État, là on parle d'une fragilisation même de l'État. Et l'État ne remplit pas ses principales missions parce que parmi les deux principales missions, c'est d'abord le maintien de l'ordre général. Donc c'est pour cela que vous constatez que le recours à la puissance publique, le recours à la force publique, ça devient vraiment parfois dans certaines situations une obligation et non même pas un choix pour les autorités publiques. C'est clair? Dites-moi si vous avez compris. D'accord. Puisque c'est clair, on passe à autre chose. Donc, il n'y a pas de question là-dessus. Il n'y a pas de question. Donc, s'il vous plaît, essayez juste j'insiste beaucoup sur la terminologie, les termes. Si jamais vous constatez qu'il y a un mot qui vous dépasse, qui n'est pas bien clarifié, je suis là pour l'expliquer. Parce que la terminologie, elle est très, très importante pour avoir un bagage juridique
qui vous permettra ultérieurement à travailler vos modules ultérieurs en toute connaissance de cause. Alors, après avoir identifié la notion de la police administrative, on va passer à la notion, donc l'autre revers du médaillon, si vous voulez, qui est la notion d'ordre public. Donc, c'est quoi l'ordre public? J'ai choisi pour vous la définition la plus célèbre de Michel Oriot quand il appelait l'ordre public, c'est l'ordre matériel, parce que l'ordre doit être senti dans donc l'espace public, l'ordre matériel et extérieur considéré comme un état de fait opposé au désordre. Donc là, quand on parle de l'ordre, c'est pour l'opposer au désordre. L'état de paix par opposition à l'état de trouble. Donc là, quand on parle de l'ordre public, on parle d'un état, et il y a certains qui parlent d'un minimum même d'ordre public, d'ordre général, c'est juste pour l'opposer à l'état de trouble. Donc, quand il y a les troubles à l'ordre public, ça génère vraiment des répercussions néfastes pour l'État et pour les citoyens. Bien sûr, les citoyens vont souffrir, ça peut générer même des guerres internes, etc., des affrontements sanglants en interne, ça fragilise la souveraineté de l'État en interne sur son territoire et à l'égard de citoyens, mais aussi ça porte atteinte à la souveraineté et à la puissance de l'État, à la puissance externe dans le cadre de son environnement régional et mondial. Donc, pour Michel Oriot, l'ordre matériel, c'est l'ordre matériel et extérieur. Pourquoi il est matériel? Parce qu'il s'impose par l'intervention matérielle des autorités de police. Et là, la notion d'ordre public, ça dépasse la seule mission de la police administrative. Il n'y a pas que la police administrative qui intervient pour maintenir l'ordre. Donc, l'État intervient partout, à travers tous ses organes, pour imposer l'ordre public. Donc, c'est un ordre matériel et extérieur considéré comme un état de fait. Quand vous êtes dans vos foyers, vous n'êtes pas soumis aux mesures de police donc à l'intérieur de vos maisons, même si on va voir qu'il y a certains éléments qui s'imposent même, certaines décisions qui s'imposent même en interne. Mais quand vous sortez de l'extérieur, donc de vos foyers vers l'extérieur, vers l'espace commun, vers l'espace collectif qui est l'espace public, vous êtes soumis aux mesures de police administrative et vous êtes
obligé de respecter les consignes de l'administration publique. Donc là, on quitte l'état de paix par opposition à l'état de désordre et l'état de trouble. En d'autres termes, elle ne poursuit pas l'ordre moral dans les idées et dans les sentiments, mais elle poursuit et ne pourchasse pas les désordres moraux. Elle est là pour donc maintenir l'intérêt général, pardon, pour maintenir l'ordre public. Donc là, c'est juste pour vous donner une idée. Selon, il y a plusieurs définitions qui sont fournies par des auteurs qui se sont penchés, des administrativistes qui se sont penchés sur cette notion d'ordre public. Mais l'idée de Michel Oriot, c'est que l'ordre public ne vise pas la moralité des personnes, mais il vise le maintien de la tranquillité et de la quiétude au sein de l'État. D'accord? C'est juste pour s'opposer aux troubles qui peuvent générer des conséquences néfastes pour l'État. Mais l'ordre moral, dans le cadre des idées, c'est autre chose, ou même dans le cadre des sentiments d'appartenance à telle ou telle, donc d'appartenance religieuse ou bien d'appartenance idéologique, d'appartenance politique, ça ne concerne pas la puissance publique. Et la puissance publique n'exerce pas la police sur l'état moral des personnes, mais elle exerce la police sur les comportements matériels des personnes dans l'usage de l'espace public, dans l'usage des administrations et des services publics. C'est là où l'État intervient. Mais donc en application de la neutralité même, la neutralité du service public, l'ordre ne s'intéresse pas. Donc, les forces de l'ordre ne s'intéressent pas à vos idées ou bien à vos appartenances. C'est ce qui justifie un principe fondamental du service public, c'est celui de la neutralité. C'est quoi la neutralité dans le service public? C'est le fait que le service public ne doit pas être imprégné par les idées des personnes, que ce soit les employeurs, les agents, les employés du service public ou bien les usagers du service public. Il ne doit pas être imprégné ou bien impacté par leurs appartenances religieuses, par leurs appartenances politiques, idéologiques, etc. Donc, la police administrative, dans la quête de l'ordre public, ne pourchasse pas les désordres moraux. Elle est là pour, elle est incompétente même. Et là, Michel Oriot a parlé d'une incompétence radicale. Elle est pour cela radicalement incompétente. Là, il parle surtout des mesures de police administrative. La police administrative, donc, n'a pas pour mission de mettre l'ordre moral, mais elle a pour principale mission de parler, il parle de l'ordre extérieur et matériel. C'est clair? Après, on va voir que la police, la notion de l'ordre public, c'est vrai que qui dit l'ordre public dit sécurité, tranquillité, salubrité, mais parfois on parle de la moralité, mais à titre exceptionnel, dans la mesure où il n'a pas été retenu ni par la jurisprudence ni par la doctrine comme un élément, une composante principale de l'ordre public. Est-ce que vous avez compris l'idée de Michel Oriot? Nizar, tu as compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? J'aimerais bien savoir si quelqu'un n'a pas bien compris l'idée. Donc, c'est clair, tout le monde a compris. D'accord. Donc, nous allons un petit peu loin dans l'explication de cette notion d'ordre public pour clarifier donc les composantes, si vous voulez, de l'ordre public. Généralement, on dit que l'ordre public
est l'état social idéal caractérisé par le bon ordre. L'ordre public, c'est l'état social idéal. Idéal, ça veut dire que la quête, la recherche de l'ordre public constitue un idéal pour l'État. Donc, on cherche toujours à mettre en place un ordre idéal au niveau de la société. C'est vrai que c'est impossible. On ne peut jamais arriver à cet idéal, mais quand même, c'est l'objectif ultime pour tout État, pour toute autorité publique, c'est de maintenir l'ordre idéal et de permettre à sa population de vivre sur le territoire en toute tranquillité, sans problème. C'est pour cela que parfois certains États poussent la barre des restrictions des libertés publiques jusqu'à ce qu'ils portent même atteinte à ces libertés. Donc, la quête de l'idéal, c'est quelque chose, c'est une arme à double tranchant. Parfois, on l'idéal en augmentant les restrictions et ça fragilise les libertés de l'autre côté. Et parfois, donc, cet idéal, il est conçu comme un soulagement maximum des libertés et ça peut porter aussi atteinte à l'ordre public. Donc, il faut toujours rester dans donc la modération pour pouvoir réaliser donc un compromis entre l'autorité et la liberté. Donc, généralement, on dit que l'ordre public, il vise le maintien de la sécurité publique, d'accord, la salubrité publique et la tranquillité publique. C'est quoi la salubrité publique? Oui, Chris? Madame, c'est l'environnement, la propriété de la société. Oui, c'est la santé, donc environnementale des citoyens. C'est l'environnement, c'est la santé, c'est tout ce qui concerne la salubrité, c'est ça. Donc là, la question de la salubrité s'impose actuellement. Vous avez donc le cas des mesures de police administrative prises par les autorités, que ce soit au niveau national ou bien au niveau local, dont l'objectif de maintenir donc une salubrité publique. La salubrité publique générale, c'est de veiller donc à la bonne santé, à un bon environnement des citoyens. Et c'est donc cet objectif qui a poussé les autorités marocaines, comme partout dans le monde, à prendre des mesures de police, des mesures restrictives de la liberté des individus, notamment ce qu'on a vécu pendant les 3 mois du confinement, donc la liberté de circulation sur le territoire national, qui est considérée par tout le monde comme une liberté fondamentale. Donc, ces circonstances de confinement nous ont montré, vous l'avez bien constaté, que la puissance publique, notamment l'État, garde toujours le droit de rétrécir au maximum la marge de liberté des individus au profit de l'intérêt général, au profit de la mise en place d'un système de salubrité publique. D'accord? À votre avis, donc, c'est vrai que nous avons tous vécu ça, mais nous sommes appelés, dans le cadre de cette partie de notre cours, d'analyser donc les implications de ces mesures de police administrative dans la quête de l'intérêt général et de l'ordre public. D'accord? Donc, à votre avis, qu'est-ce qui a poussé l'autorité publique à maintenir et à prolonger à chaque fois la période de confinement et après la période de l'état d'urgence sanitaire? Oui, je vous écoute. Oui, Chris. C'est pour pouvoir canaliser la maladie, c'est pour ne pas que la maladie se propage dans le pays. Très bien. Et on est toujours dans le cadre du maintien de l'ordre sous cet onglet de salubrité
salubrité publique. Donc là, ces mesures de police, elles sont exécutées par la force, par les citoyens, bon, leur volonté. Mais c'est des mesures prises donc, au haut niveau de l'État parce que les décisions sont produites sous forme de décrets pris par le chef du gouvernement et aussi au niveau territorial, les décisions administratives prises par les autorités locales, notamment les gouverneurs, les walis et les présidents des collectivités territoriales. Donc là, la puissance publique se garde toujours le droit de prendre des décisions de police administrative. Nous sommes toujours dans le cadre des mesures de police administrative. Donc, l'interdiction de circulation sur la voie publique, donc là, je parle de la circulation nocturne sur la voie publique sous la période du confinement, c'est une mesure de police administrative. D'accord. L'obligation de l'autorisation de circulation sur l'espace local, l'espace de la ville, c'est une mesure de police administrative. Les barrages qui vous interdisent, par exemple, l'accès à certains vies, c'est une mesure de police administrative. Les sanctions pour les personnes qui refusent de porter donc par exemple le masque ou qui n'ont pas d'autorisation de circulation, est-ce que c'est des mesures de police administrative ou bien des mesures de police répressive à votre avis? Qui peut me répondre? Est-ce qu'il y a que Chris qui est dans la salle? Il y a d'autres personnes? Oui, Chris. Je pense que c'est la police répressive car il y a des amendes pour les personnes qui n'ont pas le masque. Très bien. Il y a des sanctions. Si, madame. Parce qu'il y a des sanctions. Oui, on peut les considérer la police judiciaire. C'est une mesure de police judiciaire. Oui, c'est la police répressive parce qu'il y a des sanctions. Mais figurez-vous bien que même la police administrative peut prendre des mesures répressives. Je vous ai parlé de la fermeture, par exemple, d'établissement. Parce qu'il est passé à l'acte et c'est des sanctions matérielles. Donc, parfois, il peut y avoir les deux aspects de la police administrative et répressive dans certains actes pris par les autorités de police administrative. D'accord? Donc, vous avez la sécurité publique. Et dans le cadre de la sécurité, on va voir qu'il y a plusieurs mesures prises dans ce sens. La salubrité publique et aussi la tranquillité du public, notamment la tranquillité de passage dans le cadre de l'usage de la voie publique, la présence de certains établissements dans des quartiers habités par des ménages, etc. Donc là, on va voir certaines situations où les trois domaines, les trois mesures sont consacrées dans le cadre des mesures de police administrative. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. La séance prochaine, Inch'Allah, on va continuer nos explications concernant la police administrative. On a essayé au cours de cette séance d'introduire la notion, l'expliquer, la comprendre et aussi comprendre ses implications. La séance prochaine, on va voir la différence entre la police administrative et la police judiciaire, ainsi que les autorités habilitées à prendre des mesures de police administrative. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure? Oui, Chris. Madame, j'aimerais demander quelle est l'autorité qui représente la police administrative? Si c'est la police auxiliaire seulement, bien il y a une autre police qui représente.
Non, écoutez, les forces auxiliaires, c'est juste des moyens, le moyen qui permet aux autorités de police administrative d'intervenir matériellement pour imposer leurs décisions. D'accord? Donc, les forces auxiliaires, je parle des forces auxiliaires. C'est les agents que vous voyez sur la voie publique qui portent l'uniforme d'autorité publique, mais qui sont affiliés au ministère de l'Intérieur. C'est même les agents de la police judiciaire donc sont affiliés organiquement au ministère de l'Intérieur, mais n'appartiennent pas au même corps. Donc, les forces auxiliaires sont sous l'autorité directe du gouverneur au niveau territorial. Et quand le gouverneur ou bien le président du conseil communal veut intervenir pour imposer une mesure de police administrative, bien sûr, il n'intervient que si cela nécessite vraiment l'usage de la force publique. Je vous ai donné le cas de l'évacuation de l'espace public par les marchands ambulants ou bien par d'autres types, donc les commerçants ou autres, ou bien même en cas de manifestation non autorisée. Donc là, il y a les forces auxiliaires qui permettent aux autorités de police administrative d'intervenir matériellement. C'est ça. Mais ils ne constituent pas vraiment des autorités de police administrative. C'est juste le moyen. Les autorités de police administrative, on va les voir dans la séance prochaine, Inch'Allah. Au niveau national, il y a le chef de gouvernement. Le chef de gouvernement, mais avant le chef de gouvernement, il y a le chef de l'État. Parce que le roi, il peut imposer des mesures à travers des décisions, à travers des ordres qu'il adresse aux membres du gouvernement. Donc, dans le champ exécutif, le champ réglementaire, c'est le chef de gouvernement qui exerce, qui est considéré comme l'autorité nationale de la police administrative au niveau national. C'est un pouvoir qu'il peut déléguer au ministre. Au niveau territorial, il y a les représentants du pouvoir central, surtout du ministère de l'Intérieur, qui est le Wali, le gouverneur, et les présidents des collectivités territoriales, notamment le président du conseil communal. Le président du conseil communal exerce un pouvoir de police administrative et on va voir tout cela, Inch'Allah, de façon bien détaillée la séance prochaine. Vous n'avez pas d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je déclare la séance achevée et à la séance prochaine, Inch'Allah. Bonne fin de journée.